In this episode, Ali and Amidou retrace their journey as startup founders, from the creation of Diago to its acquisition by Chari, including the birth of their shared vision. They offer a behind-the-scenes look at African entrepreneurship, fundraising, execution, resilience, and strategic partnerships. Through their new ventures, Tuzo Tada, Bumedu, and more, they share their approach, combining social impact, technological innovation, and a sustainable business model. Their insights highlight the importance of discipline, clarity of purpose, and a deep grounding in African realities. Between Ali and Amidou, it's a collaboration that has lasted for years, rooted in action, forged between two INPHB graduates, and driven by the ambition to shape a resilient entrepreneurial ecosystem. Bienvenue dans Sillon et Vision, le podcast by INPHB Alumni. Je suis Loïc Pater-Ndoudjon, votre hôte pour vous servir. Et aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat, réussite, échec auprès de personnes engagées qui ont fait leur preuve dans le domaine de l'entrepreneuriat, bien sûr, et aussi alumni de l'INPHB. Alors, vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. On peut commencer. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux illustres invités, tous deux alumni de l'INPHB. À ma gauche, nous avons l'aîné Ali Ouattara, diplômé SK Promotion 42. Et à ma droite, nous avons l'aîné Amidou Diarra, diplômé GC Gestion Commerce INPHB, Promotion 47. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va chauffer tout à l'heure. Chers aînés, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Loïc. J'espère que vous allez bien. Très bien. C'est un plaisir d'être là. Super. On peut se tutoyer, j'espère. Mais bien sûr. Absolument. Très bien. Comme il y a le respect entraîné, vous voyez. T'inquiète, on se tutoie. Il n'y a aucun souci. Super. On peut commencer alors. Alors, chers aînés, on va aller directement dans le vif du sujet, mais bien avant un petit échauffement. Est-ce que pour tous ceux qui nous regardent actuellement, vous pouvez nous donner une brève présentation de vous? Ok. On va commencer par... I will let my... Ok. Je vais laisser mon voisin commencer. D'accord. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diarra Amidou. Je suis entrepreneur depuis on va dire, bientôt 10 ans. J'ai commencé déjà l'entrepreneuriat sur les bancs donc de l'Institut, de l'INPHB. Notre tout premier projet, et c'était d'ailleurs avec lui, Ali Ouattara encore, donc déjà sur les bancs. Et après ça, on a lancé donc plusieurs autres projets, voilà, aujourd'hui. Donc, mon parcours académique, j'ai là un background en licence, donc là dans tout ce qui est marketing et management d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis en train également de faire un MBA en part-time avec l'Université Tech. Ma vision pour moi, c'est surtout d'aller dans le sens de la création de valeur toujours. Aujourd'hui avec la technologie, mais aussi donc, dans tout ce qui peut-être aussi qui ne concerne pas peut-être forcément la technologie, comme l'agriculture, autre chose. Mais on sait aujourd'hui à quel point la tech peut nous aider à craquer pas mal de domaines et à faciliter la vie aux gens. Et donc pour nous, c'est vraiment de créer l'impact dans ce sens. Alors ça, c'est ma petite présentation. La petite grande présentation. Donc, cher aîné Ali Ouattara, on switch directement vers vous. Bah écoute, déjà merci pour l'intérêt porté à notre profil. Ça fait plaisir d'être là. Je suis un entrepreneur tech. Donc en gros, je lance des solutions digitales qui transforment ou facilitent la vie des détaillants ou encore qui transforment le secteur informel en Afrique francophone. Ça vraiment, c'est notre mission aujourd'hui, Amidou et moi. Ça fait également bientôt 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé aujourd'hui autour de 7 startups dans différents domaines, e-commerce, B2B, B2C. J'ai remarqué ça. Après, on va parler de ça. Effectivement. Donc, il y a tout ce qui est data, fintech, marketing digital. Donc, voilà, je suis passé par plusieurs secteurs. Et la plupart des projets, justement, je les ai cofondés avec Amidou, qui est ici présent. Et l'une de mes plus grandes réalisations, c'était l'acquisition de Diago, qui était une boîte de B2B e-commerce qu'on avait cofondée avec Amidou, qui a été rachetée du coup en 2022 par Chari, qui est une boîte soutenue par Y Combinator, donc le même fonds qui soutient Gamo. Oui. Donc voilà, parallèlement à ça, bien avant d'être à fond dans tout ce qui est entrepreneuriat, j'ai eu la chance de travailler pour de grands groupes.
notamment Pepsi en tant que brand manager. J'ai également travaillé pour Glovo, où j'ai piloté le premier projet de digitalisation des marchés traditionnels d'Abidjan, dans l'histoire de Glovo, mais également de l'industrie. Donc aujourd'hui, par exemple, il est possible de passer commande sur le marché de Coco Vico, directement sur Glovo. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui a été piloté de A à Z, qui a par la suite débouché sur Diago. Sur le plan académique, en plus de l'ESCA, j'ai fait également la gestion commerce avec Amidou. Moi, c'était mon parrain. Donc en 2017, lorsqu'on lançait notre premier projet, lui, il était en 3e année, moi, j'étais en 2e année. Et ensuite l'ESCA. Et à côté de ça, moi, j'ai été admis récemment à un exécutif MBA avec Quantic School of Business and Technology. C'est une école américaine. Parallèlement à ça, j'ai complété bien sûr la formation avec différentes certifications obtenues avec Harvard, HEC ou encore BCG. Donc voilà, globalement, ce qui me drive au quotidien, c'est vraiment cette possibilité et cette volonté de transformer des idées en des solutions réelles. Vraiment passer de l'idée à quelque chose de concret qui est utilisé et qui a un impact réel sur les gens. Donc c'est un plaisir d'être là. Super. Merci en tout cas, Aîné. Ouais, je suis comblé. Moi, je suis Loïc Douton. Loïc Douton. Non, écoute, c'est pas que Loïc, comme on l'a dit, on voit également ce que tu fais. Donc c'est un plaisir également pour nous d'avoir cet entretien avec toi, parce qu'on sait également que tu fais bouger les lignes à ton niveau. Merci en tout cas, chers aînés. Alors, ma seconde question, vous l'avez déjà entamée, mais ce serait bien quand même d'y revenir. Quel a été votre premier contact avec le mot entreprendre? Entreprendre, entrepreneuriat. Ouais. Je te laisse aller. Écoute, moi, je dirais, il y a eu 2 niveaux de contact. Le premier volet, qui, pour moi, c'est déjà dans l'enfance. Okay. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas très différent. Moi, j'ai grandi dans un environnement où ma mère cumulait différentes activités informelles pour éventuellement subvenir à nos besoins. C'est le cas de plusieurs personnes. Mais en fait, en l'aidant, elle ne faisait pas qu'une seule activité. Elle avait un magasin de vente de tissus pour femmes. On vendait des bouteilles plastiques recyclées. Elle était dans tout ce qui est épices. Donc, il y avait déjà cette... multitude de tâches ou bien de projets qui étaient portés. Donc en travaillant, je ne m'en rendais pas compte, mais en vrai, c'était de l'entrepreneuriat. On a même eu à prendre des baguettes de pain de fer caissé, vu que moi j'ai grandi à l'intérieur du pays, et on partait vendre ça dans les villages alentours qui n'avaient pas de boulangerie à l'époque, vu que l'électricité n'était pas encore arrivée. Donc c'était vraiment le premier contact, mais je ne l'avais pas encore bien réalisé. Et là, j'intègre l'INPHB. Là, tu vois certains aînés qui font de l'entrepreneuriat. C'était en 2015, j'avais c'était à la mode, on parlait de start-up, etc. Tu découvres des choses et tu te rends compte qu'il y a 2 choses. En Afrique, 85% de l'économie est informelle. Et de l'autre côté, tu as la technologie qui peut résoudre énormément de problèmes. Et c'est là, en fait, que je me dis, ça peut être très intéressant d'utiliser la technologie, pas juste pour utiliser la technologie, mais l'utiliser pour vraiment créer des solutions qui peuvent aider justement les personnes dans ce secteur-là, un secteur que je connais très bien de par mon propre histoire, qui est non seulement créateur d'emplois sous nos géographies, mais qui également nourrit plein de familles. Donc voilà, vraiment pour moi, c'est pour ça que j'aime à le dire souvent, moi, mon modèle d'entrepreneur, c'est ma mère. Waouh, voilà. Wow. Très très chaud. Mais j'imagine que autant de l'activité avec maman, vous étiez un peu fâché par moment. Écoute, je ne dirais pas forcément fâché, non, parce qu'au fait, moi, il y a quelque chose, il y a plein de valeurs que j'ai apprises en travaillant avec elle. C'est que ce n'était pas de l'exécution pour de l'exécution. Okay. En fait, il y avait cette volonté de nous associer au projet. Elle nous expliquait. Pourquoi je vais vendre, par exemple, des épices alors qu'on a un magasin de vente de tissus? Pourquoi vous devez aider dans tel ou tel coin? Pour moi, c'était une façon d'apprendre. C'était une façon aussi d'aider. Et comme je le disais, à la fin de la journée, l'argent qui était généré, ce n'était pas de l'argent qu'elle prenait, par exemple, pour aller faire du shopping. C'était investi dans notre éducation. Et voilà, c'était une fierté de se dire que tu prends des petits éléments. Et moi, ça m'amusait aussi. Parce que clairement, on commence à envoyer quelques baguettes de pain dans un village. Ensuite,
tu en viens à louer des camions pour prendre des milliers de baguettes de pain pour aller distribuer. Bon, écoute, en quelques mois, tu vois là où vous étiez assis au salon en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire. Et quelques mois après, c'est en train de prendre un peu partout. Vous êtes passé de l'idée. Justement, tu vois, il n'y avait pas cette structure de marketing, management, mais on le faisait. Implicitement. Voilà, c'est ça. Voilà. Super. Merci beaucoup, Eni. Je t'en prie. Eni Amidou Diarra. Ok. Alors, je dirais le mot entreprendre. J'ai fait contact avec ce mot-là dans l'adolescence aussi. Pour tout dire, j'ai grandi dans un environnement. Déjà, j'ai fait c'est tout ce qui est cursus primaire, secondaire dans la ville de Bouaké. Et on était dans un environnement où, je vais dire, comme on le dit, on va dire ici en Côte d'Ivoire, on griffe, ça dit quand on est djoula, ça dit on est déjà de base dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans tout ce qui est business. Apparemment, djoula même, c'est commerçant. Voilà, c'est commerçant justement. Et voilà, là en malinqué. Alors, pour moi, ça a été très tôt, quand on commence à avoir 7 ans, 8 ans, 10 ans, là, déjà, on achète, ça dit là des paquets de sachets pour donner aux jeunes à les vendre, juste aux commerçants qui sont dans le quartier et autres. Et ça a commencé très tôt là. Pour tout dire, j'étais super timide quand j'étais petit, en termes déjà d'aller vers des personnes pour aller vendre un produit. Mais la vente, c'est quelque chose, quand tu commences à faire ça une fois, 2 fois, tu commences à prendre goût. Tu vois ça à un autre niveau, ça dit un dépassement, une réalisation, justement, que tu ne te croyais pas capable de faire et que tu viens de faire. Et ce sentiment de joie-là, je voulais plus justement me détacher de ça. Et donc là, on a commencé déjà par les sachets, après c'est le chewing-gum, et voilà. Donc là, de fil en aiguille, c'est d'autres produits. Voilà. Et après, l'une de nos cours, par exemple, parce qu'on a plusieurs cours à Bouaké là-bas, mais l'une de nos cours, par exemple, là-bas, c'est vraiment centré dans le marché. Okay? Dans le on est à 100 mètres du grand marché de Bouaké. Okay? Et là-bas, on est juste derrière le grand marché de poissons. Donc, il y avait cette activité, ça dit de poissonnerie, donc le nettoyage de poissons, la vente de poissons. Donc, et c'est-à-dire de génération en génération, dans notre famille, il y a plein de jeunes, c'est-à-dire qui ont fait ça avant justement là de se développer dans d'autres choses. Donc ça, c'est un truc également que j'ai eu à faire pendant un bon moment. Et jusqu'à mon admission à l'INP, là où j'ai commencé à être inspiré par des dévanciers, notamment Polytech et d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé même à découvrir les meilleurs entrepreneurs américains comme Elon Musk ou d'autres gars. Et je commençais à avoir justement cette graine en moi, cette inspiration de il faut que moi aussi je crée de la valeur pour les gens. J'ai quelque chose à apporter, j'ai ma pierre à apporter à l'édifice, donc il faut que là je commence à travailler. C'est de fil en aiguille comme ça, on a commencé à penser à notre tout premier projet technologique avec Ali, déjà sur le banc de l'INP. Waouh. Merci infiniment, Eni. Waouh. C'était une catastrophe. Franchement, mais bon, le premier projet, c'était une catastrophe. C'est comme ça. Ah ouais, je suis vraiment content. Et ça veut dire que quelque part, il y avait la graine qui était déjà présente. Et avec l'INPHB, tout ce que vous avez appris, vous avez fait des connaissances particulières qui ont déterminé toute la suite. Je suis d'accord. Waouh, super. Du coup, ça m'emmène à vous poser une question très importante et je pense que tout le monde se pose cette question. Cette affaire d'entrepreneuriat, elle est innée ou elle est acquise? C'est-à-dire, on est entrepreneur ou on le devient? Très belle question. Je vais laisser le dire. Il y a des parties d'entrepreneuriat qui peuvent être innées. Je vais dire l'instant du risque, le goût du risque par exemple. Je suis certain, c'est là. Je vais dire, j'ai des amis... Quand je parle d'investissement dans un projet tech, peut-être de 5 millions, 10 millions, ils vont se recrovier tout de suite. Je me dis, non, mais tu as ton truc là. Tu vois. Alors que, quand je leur dis, il y a un business de taxi là, où on peut investir, et puis, ils voient le gain tout de suite, en fait. Donc, ils voient, c'est un truc palpable, et voilà. Ou quand je parle, ça dit là, de projet d'agriculture, voilà. Les gens n'ont pas le même niveau d'instinct, le même niveau de goût vis-à-vis du risque. Ça peut être inné. Okay? Par contre, l'entrepreneuriat en termes de discipline, ça, c'est tout autre chose. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend en termes de persévérance, en termes de résilience, justement, en termes de compétences, parce que
bien évidemment, n'est pas entrepreneur, je vais dire aussi tout le monde. Il faut des compétences, il faut maîtriser je vais dire un certain nombre de choses. Et du coup, ça s'apprend. Du coup, ça peut être inné. Il y a certains aspects qui peuvent être innés. Pour moi, c'est à la fois les deux. Donc, il y a certains aspects qui sont innés, mais il y a d'autres aspects, par contre, il faut apprendre. Et même le goût du risque, à un moment donné, c'est quelque chose aujourd'hui, ça sera peut-être pas aussi parfait, mais c'est quelque chose que tu peux apprendre avec l'expérience. Parce que le goût du risque, surtout, c'est surtout avec l'expérience que tu peux l'affiner comme il faut. Ouais. Voilà, donc avec l'expérience. Donc, je pense que c'est les deux. Ouais. Super. Merci beaucoup, Annie. On va écouter à ma gauche pour voir ce que ça donne. Non, écoute, moi je pense que ce qu'il vient de dire, je suis aligné, mais moi je serais plus pour du 99% que c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord. À la fin de la journée, déjà il faut savoir, on met trop de choses dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, pour quelqu'un se dit entrepreneur quand c'est une solution tech. Entreprendre, c'est pas ça. Le mot entreprendre même, c'est faire quelque chose. Tu vois, c'est entreprendre quelque chose. Ouais. Et si on part de ce principe-là, comme il le dit, c'est pour ça que je ne dis pas 100%. 1%, on a tous ce volet-là. Tu vois, on s'est tous levés un jour, on s'est dit on va postuler pour entrer à l'INPHB. C'est déjà le fait d'entreprendre. Ouais. On s'est tous dit je vais chercher un boulot. Donc, on a fait quelque chose. Et quand tu rentres dans une entreprise, tu te dis je vais faire ci, je vais tenter ça. En vrai, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas forcément lancer un projet. Il y a d'ailleurs même un terme pour ça, il y a l'entrepreneuriat qui existe. Ouais, moi, par exemple, j'ai été entrepreneur au sein de Glovo. Tu vois, sur le projet de digitalisation des marchés, c'était de l'entrepreneuriat. Parce que ça a combiné toutes les étapes de vie d'un projet. Maintenant, il y a un truc qui est clair, c'est que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique. Il faut apprendre à convaincre quelqu'un de travailler avec toi. Il faut apprendre à pitcher un projet à un investisseur ou à des clients. Il faut apprendre à convaincre tes clients. Il faut apprendre à aller chercher des fonds. Il faut apprendre à gérer les hommes. Et on peut avoir des appétences, mais c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que tu es dans le domaine, tu sais de quoi je parle. Parler en public, etc. Il faut de l'entraînement. Maintenant, l'entraînement, c'est à toi aussi de créer le cadre pour le faire. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Moi, déjà, sur les bancs, à l'INP, j'avais lancé plein de petits projets qui m'avaient permis déjà de mettre en pratique ce que j'apprenais. J'avais lancé une page qui s'appelait Anglais Pratique, avec pour but d'abord de m'améliorer moi-même, de m'essayer au Community Management. Ensuite, j'ai lancé une autre page qui s'appelait Community Manager, où je proposais mes services de Community Management à des boîtes. J'ai pu avoir quelques petits billets ci et là, étant sur les bancs. Donc, c'est autant de petits éléments pour moi quand même qui font qu'à la fin, on développe cette faculté-là. Et à la fin, il ne faudrait pas se dire que voilà, je suis un entrepreneur, c'est fini. C'est l'apprentissage continu. Les sujets évoluent, les domaines évoluent. Jeff Bezos, il a certes réussi dans tel domaine, ou encore Elon Musk, il a réussi avec tant, mais ce n'est pas forcément pour autant qu'il va à chaque fois réussir à 100%. Mais bien sûr, ils ont aujourd'hui acquis certains volets qui font qu'ils peuvent aller vite, mais il y a toujours l'apprentissage continu, quoi. Donc, c'est clairement quelque chose qui s'acquiert. Bien sûr. Moi, je me dis aussi que si l'environnement même, avec la famille, vous n'aviez pas appris certaines choses, etc., ça n'aurait pas été de la... Oui et non. Oui et non, parce que ce que je vais dire, c'est que c'est clair que ça aide. Mais moi, par exemple, je ne suis pas d'avis de dire, même ceux qui disent souvent... il vient d'une famille riche, c'est pour ça qu'il réussit, ou bien voilà, je viens dans tel coin. Moi, pour moi, à la fin de la journée, peu importe le contexte, c'est qu'est-ce que toi tu fais. Exact. Je peux te remettre 10 millions à toi, remettre 10 millions à Amidou, et vous donner 12 mois. À la fin de la journée, l'output, ça ne sera pas pareil. Bien sûr. Toi, tu peux brûler tes 10 millions, lui va transformer ses 10 millions, etc. Donc, c'est plutôt comment est-ce que tu te prépares. Déjà, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire, et comment est-ce que tu vas chercher les compétences pour le faire. Tu veux lancer un projet dans tout ce qui est logistique, par exemple. Allons dans le cadre de Glovo. Tu n'as pas la compétence pour développer une plateforme. Tu as deux choix. Soit tu apprends à coder une application, soit tu apprends à convaincre un développeur de travailler pour toi sans trop le payer, quoi. Voilà, donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Et bien sûr, ça aide
de passer dans un certain environnement, Ouais. mais ça ne garantit rien. Merci beaucoup, chers aînés. Je crois que tout est dit, hein. C'est plutôt clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, on va vous poser cette question importante-là. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu titillé. Ok. Je pense que certains aussi se posent cette question. En tant qu'entrepreneur, vous avez choisi d'entreprendre, sachant que, étant diplômé de l'INP, ça aurait été quand même bien de continuer en entreprise, travailler normalement, prendre des postes de responsabilité, etc. Ouais. Pourquoi choisir de quitter, on va dire, le corporate pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Je commence? Oui, allez. Écoute, très belle question. Ouais. D'autant plus que, bon, déjà peut-être, je vais répondre directement et ensuite je te donne quelques exemples. Ok. Pour moi, ça se résumait en deux choses. Il s'agissait déjà de la liberté d'exécution et de l'autre côté, d'impact. Liberté d'exécution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je lance mes propres projets, j'ai cette latitude-là de penser à une stratégie. Le soir, le lendemain, aller tester sur le marché pour savoir est-ce que ça marche ou pas, juste en discutant avec 2-3 clients, de l'ajuster jusqu'à trouver la stratégie qui fonctionne. Et de me dire que là, je me suis trompé, c'est du n'importe quoi, je peux le laisser tomber et rapidement, je pivote pour aller vers autre chose et surtout également de pouvoir lancer plusieurs projets. Ça, c'est cette liberté d'exécution que je n'avais pas et qu'on n'a pas forcément toujours dans le monde corporate. Oui, sûr. Il faut faire un pitch, il faut convaincre ton manager, ensuite il faut aller présenter au DG, il faut que le DG valide, il faut que les financiers soient OK avec la viabilité du projet, il faut qu'on te donne un budget avant que tu... Donc, Les longs entre process. Ouais, c'est- la pensée et puis J'imagine. l'exécution, tu peux faire 1 an, rien ne bouge. Et à la C'est ça. fin de la journée, certes, tu es payé, mais il n'y a pas, ça m'amène sur le deuxième sujet, il n'y a pas l'impact. L'impact, c'est ça. Parce que certes, tu proposes, mais ce n'est pas mis en pratique. Alors qu'aujourd'hui, à expérience égale avec plein d'autres de nos promotionnaires, on n'est certes pas les plus riches, mais aujourd'hui, en termes d'apprentissage, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu tester, les domaines qu'on a pu voir, l'impact qu'on a pu avoir en termes de création d'emplois, en termes de lancement de solutions qui sont utilisées, pour moi, c'est deux volets qui sont quand même assez énormes. Et ce sont ces deux sujets qui m'ont amené quand même à me dire, je veux être à fond dans l'entrepreneuriat. Mais par contre, il y a une chose que je veux clarifier, c'est tout à fait louable aussi de rester dans le monde corporate. Hein. Voilà, aujourd'hui, on voit les gens dire non, tu n'entreprends pas, tu as raté ta vie, il faut entreprendre. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a moi, je connais des salariés qui gagneront plus d'argent dans leur vie que 90% des entrepreneurs. Donc, il ne faut pas juste venir parce que voilà, je veux être entrepreneur. Et voilà, c'est une question qui est difficile, mais à la fin de la journée, c'est de comprendre ton pourquoi. Si le pourquoi il est clair, les décisions à prendre sont beaucoup plus faciles. D'autant plus que moi, avant de venir à Diago, écoute, j'étais à Glovo, je voyageais, j'avais un salaire qui était quand même confortable. J'avais jusqu'à 3 jours de work from home par semaine. Donc, je pouvais travailler depuis la maison. Je voyageais, je partais en Espagne, France, Kenya. Vous avez décidé de tout arrêter. Voilà, du jour au lendemain, tu viens voir la famille, tu dis, écoutez, moi, je veux entreprendre. J'imagine la réaction de... Justement, on dit, tu veux faire quoi? J'ai pas compris. Tu dis, bah, écoute, je vais aider les boutiquiers à commander du stock. Avec le smartphone. Avec le smartphone, mais il déconne, lui. Sauf qu'à la fin de la journée, c'est ce que je dis, quand tu es sûr de ton why, du pourquoi, tu peux convaincre les autres. Et quand on te regarde, on sait que ce n'est pas une décision que tu prends juste parce qu'il faut prendre la décision. C'est ça. Mais c'est plus parce que tu vises quelque chose. Et pour moi, c'est quand même cette liberté-là. Et je précise, c'est vraiment liberté d'exécution. Parce que ceux qui pensent que c'est liberté de temps, être ton propre patron, etc. Non, souvent, entreprendre, c'est encore plus compliqué que travailler. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Wow. Donc voilà. Super. Alors, cher René Amidou, moi j'ai une question pour vous. Vas-y. Tu parles beaucoup de... Moi j'ai dit vous, je dis tu, mais c'est toi affaire là, franchement. Ça, c'est le respect qui fait. T'inquiète, ça arrive. On y va. Donc, cher René, tu parles beaucoup de discipline, Ouais. des petits pas Ouais. et de tout ce qui est en termes de développement personnel Ouais. pour atteindre ses objectifs. Donc, comment est-ce que cet état d'esprit t'aide, par exemple, à monter des projets de sorte à atteindre un impact fort comme le projet C'est Possible, par exemple? Très bon point.
Très belle question. Discipline, petit pas. Je parle beaucoup de discipline parce que j'estime, je pense que chacun a eu peut-être son lot de difficultés sur le chemin de l'entrepreneuriat ou bien même, on va dire, dans son parcours de vie. Pour moi, la discipline, ça a été quelque chose d'assez compliqué à un moment donné. Et je vais même peut-être, en fait, là, ça me permet peut-être de rebondir tout à l'heure sur ta première question. Tu vois, la transition que moi j'ai eu à faire entre le monde corporate et puis le monde de l'entrepreneuriat, ça a été une transition un peu brusque, si je peux le dire ainsi, ok? Ça fait peur, ça. Tu vois, en 2018, j'étais employé à Total Energy. Je me sentais vraiment bien. J'étais dans une équipe superbe. J'avais vraiment des collaborateurs, des patrons, vraiment qui étaient super avec moi. Une très belle ambiance. Ça, c'est la pub. Voilà. J'avais mon salaire. Vraiment, c'était bien. Okay? Pour un jeune qui venait de sortir peut-être un an après de l'INP, voilà, j'étais plutôt bien. Okay? Et quelques temps après là-bas, je décide de partir parce que déjà, j'ai lu des bouquins de développement personnel. Il y a des gars qui m'inspirent, que j'écoute régulièrement. Et je sens surtout que il y a quelque chose qui manque à ma vie. J'aime bien ce mot-là. Je sens, tu vois. Ouais. Je sens qu'il faut que j'opère un changement. Et ce changement-là, ça ne peut pas s'opérer pendant que je suis salarié chez Total. Il faut que je parte. Et pour la petite histoire, tu vois, à mon départ, je n'étais pas, je vais dire, ni manager, ni directeur de département. Mais avant de partir, j'ai eu à discuter 4 fois, justement, avec le DRH à l'époque, M. Diaby, de Total. Et il m'a dit, parce que là-bas, j'étais en charge, justement, c'est-à-dire du ravitaillement en carburant de l'ensemble des stations Total. Okay. À l'époque, on était autour de 170 stations-service en Côte d'Ivoire. Wow. Et mon boulot, c'était de faire en sorte, justement, que ces stations-là ne tombent pas, justement, en rupture de carburant. Et je faisais ce boulot-là à merveille. Et quand je suis arrivé, justement, j'ai automatisé plein de process là-bas pour faciliter énormément le job à tout le monde. Et donc, quand j'ai décidé de partir, les gérants, c'est-à-dire des stations, sont venus au siège là-bas pour demander à l'entreprise pourquoi est-ce qu'on veut faire partie Amidou. Et tu vois, on leur fait comprendre là-bas que non, c'est M. Diarra même qui veut partir. Waouh. Et là, tu vois, ça devient bizarre et voilà. Par contre, ce qu'il a dit, c'est très important. Le pourquoi, le why, en fait. Il faudrait que ce soit suffisamment clair pour prendre des décisions aussi drastiques, en fait. Parce que moi, tout de suite, déjà, j'étais à l'aise. Et quand le DRH a dit t'approches pour te causer, justement, tu sais que tu vas avoir peut-être là de l'amélioration, justement, dans ce sens. Bah, tu vois, là, tu peux en tirer quelque chose. Mais je dis, non, il est temps pour moi, il faut que je parte. Wow. Et là, comme ça, je m'en vais. Et 2 semaines après, tu sais ce qui se passe. Tu te retrouves, tu es chez toi à la maison. Tu as des revenus vraiment amoindris. Et ensuite, tu as maintenant toutes tes 24 heures là, sans forcément obligation de faire quelque chose vis-à-vis d'une entreprise ou de quelque chose d'autre. C'est à toi maintenant d'être 100% maître de ton temps et de te gérer, de gérer ton énergie, de gérer tes pensées, de gérer ta... Voilà. Au milieu d'un environnement peut-être bruyant en famille et tout ça, etc. Comment tu fais maintenant pour vraiment faire ce qu'il faut pour réussir? Donc, il faut apprendre maintenant à être vraiment super discipliné. Et c'est là qu'intervient. Et c'est là qu'intervient justement ce volet de maîtrise de soi. Et j'ai commencé à apprendre. Parce qu'au départ, j'ai démissionné, j'ai pris 1 an pour me former sur pas mal de choses, notamment le suivi de développement personnel. C'était ma passion. Je voulais partir, pourquoi? Parce que je voulais créer une structure. Je le faisais déjà un peu pendant que j'étais là, Total, mais pas suffisamment grand. Accompagner des adolescents sur tout ce qui est développement personnel. Je pense qu'on n'en fait pas assez pour les ados. On attend que les gens deviennent adultes avec plein de trucs à corriger et finalement, justement, et c'est compliqué parce que l'inconscient, ça dit, a déjà trop... C'est déjà ancré. C'est déjà ancré, en fait. Tu vois, on a un programme beaucoup trop solide pour après transformer. Donc, ce truc-là, c'était trop important pour moi. Donc, je suis parti, j'ai appris... J'ai fait l'apprentissage, j'ai fait une certification en coaching, donc développement personnel. Et
Mais ce laps de temps-là, le temps que tu as, la gestion de ce temps, l'environnement, les gens trouvent que tu as du temps libre, donc les gens te demandent n'importe quel service et tout ça, savoir dire non et tout ça, il faut apprendre. La discipline, c'est super important au bout, donc pour réussir. Et tu apprends justement à compartimenter à partir de ce moment-là ta vie. Voilà, ça, le volet là, ça c'est mon volet corporel, ça dit, c'est désormais professionnel, entrepreneuriat 100%, personne ne rentre dedans. Et après, tu as un petit bout de temps pour ton volet personnel. Et si tu n'es pas discipliné, ça, tu ne peux pas le faire. Oui, bien sûr. C'est impossible, justement. Donc, réussir, pour moi, la discipline, c'est un élément, c'est un pilier essentiel pour réussir. Et l'une des personnes, justement, que je trouve même, c'est-à-dire très disciplinée dans mon quotidien, c'est Ali. Wow. Vraiment. Big up, Annie. C'est quelqu'un c'est obligé, qui est super engagé, qui, lorsqu'il donne son accord sur un projet, il y va à fond. Super discipliné sur lui-même en termes, je vais dire, là, de distraction, de films ou de sorties peut-être qui n'ont pas forcément de sens et tout ça. Parce que ça, c'est important. À un moment donné, tu as l'argent, tu as la voiture, tu as une vie, je vais dire, assez confortable qui peut te permettre de sortir chaque nuit. Voilà. Mais il ne faut pas perdre de vue le pourquoi. Et le pourquoi de départ, quand on s'est dit, on décide de lancer des projets, de créer justement, c'est-à-dire là, cet impact-là, pour atteindre ce niveau-là, on ne l'a pas encore atteint. Aujourd'hui, par rapport peut-être à là où on était peut-être il y a 5 ans, on va dire, peut-être qu'on a accompli beaucoup de choses. Mais par rapport à là où on veut arriver, on n'a pas encore peut-être même fait, je vais dire, 10% ou 5% même de là où on doit arriver. On cherche les milliards. Voilà. On cherche les milliards de Donc, c'est super important d'être discipliné, même après les premiers niveaux de succès. Wow. Par contre, lui, il a fait une erreur, ça, c'est pas à reproduire. Il a dit, ça a été très brutal son changement. Amidou, il est vraiment, je pense que si, lui, tu vois, l'entrepreneuriat, il finit l'INP, il rentre dedans. En fait, lui, ça a été vraiment, je plaque tout, et son why, il était clair. Mais par contre, quand je dis, il y a un petit truc, et après, on a réalisé, tu vois, même comment je quitte Glovo, tu peux quitter ton boulot, mais le risque, il faut savoir modérer. Ouais. Aujourd'hui, tu peux lancer ton projet sans être obligé de démissionner. Voilà. Diago, nous, on l'a lancé. Pendant les 4 premiers mois de Diago, moi, j'étais toujours à Glovo. J'avais des jours de télétravail. Donc, quand je n'étais pas à Glovo, j'étais à Diago. Mais pendant ce temps, c'est Amidou qui, vu que lui était à plein temps, et c'est lui qui était à fond avec les équipes. Quoi. On a juste recruté une petite équipe. On avait 2 cadets de l'INP qu'on a recruté, un GC et puis un logisticien qu'on avait recruté avec 2 profils au niveau d'Abidjan. Mais tu vois, l'avantage de continuer même à travailler, c'est qu'au début, le salaire, il peut servir justement à financer les opérations. Donc, il ne faut pas juste démissionner pour démissionner. Tu peux entreprendre tout en gardant ton boulot. À la fin, tu décides maintenant, est-ce que le projet me permet de démissionner, de soutenir mon rythme de vie? Et si la réponse est oui, tu peux démissionner. Mais il ne faut pas juste se dire, bon, ok, je vais me mettre à fond sur le projet, donc je plaque tout. J'arrête tout et puis paf. Non, là, ça va chauffer. Quoi. Dans les débuts, vous avez parlé du fait que vous êtes associés. Ça, vous avez développé plusieurs projets ensemble. Du coup, ma question, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe en tant qu'associé? Comment se fait l'organisation? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces différents projets ensemble? Parce qu'après, vous êtes 2 personnes, des profils différents, qui se complètent sans doute. Mais il y a sans doute peut-être des ententes, des mésententes, etc. à gérer. Comment ça se passe de façon concrète? Moi, je dirais que c'est un peu ça. Moi, je dirais que c'est une bénédiction, d'ailleurs, parce qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y en a qui veulent tout faire seuls. Et il y en a qui, voilà, la plupart des gens te diront non, il faut forcément avoir un cofondateur, etc. C'est 2 écoles de pensée. Tu peux lancer un projet seul. Ça peut se faire. Ça dépend des circonstances. Mais par contre, moi, ce que je conseillerais, et ce que j'ai toujours pratiqué, c'est toujours me trouver un cofondateur. L'entrepreneuriat, ça peut être pesant. Il ne faudrait pas qu'on se mente. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas une fin en soi. Tu peux vivre ta vie, être heureux. Et trouver la bonne personne, ça, je pense même qu'en termes de conseils que je donnerais à quelqu'un, c'est trouve un cofondateur. Maintenant, il ne faut pas trouver un cofondateur parce qu'il faut trouver un cofondateur. C'est mon ami, on s'entend bien. Non. Il faut prendre quelqu'un avec qui, au-delà de la complémentarité technique, il y a une complémentarité en termes de personnalité.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé avec Amidou. Comment est-ce qu'on s'organise dans le day-to-day? Il y a 3 volets déjà. Les idées peuvent venir de lui, les idées peuvent venir de moi. Et on a cette transparence-là. Il y a quelque chose que les gens n'aiment pas faire au début, c'est trancher. Nous, sur nos projets, c'est jamais du 50-50. Parce que ça également, c'est un truc très important. Au début, on se dit non, il n'y a pas d'argent, on peut faire 50-50, on donne des parts à tout le monde. Mais quand l'argent commence à venir, ça peut créer Donc, à un moment, il faut bien évaluer l'apport de chacun dans le projet en termes de finances, en termes de le point non financier, d'engagement, et puis donner les pourcentages qu'il faut. Donc, nous, déjà, sur chaque projet, que ça vienne de lui ou moi, on commence par bien baliser, déterminer les niveaux de pourcentage. Si le projet, ça ne marche pas, fine, mais si ça marche, au moins on sait. Premier volet. Deuxième volet, aujourd'hui, dans nos projets, Amidou, il a un volet, on est tous dans l'opérationnel, mais il est plus sur la partie opérationnelle. Tout ce qui est exécution, on réfléchit sur la partie stratégie, parce que moi, à mon niveau, je vais être dans la détermination de la stratégie avec lui, dans la partie où est-ce qu'on doit se faire voir, tout ce qui est marketing, avoir la partie design, le développement des produits, suivre les développeurs. Donc moi, je vais être plus sur ce volet-là. Mais par exemple, quand il faut acquérir des clients, des utilisateurs, ce type de stratégie, c'est lui qui va être en charge de ça. Donc il y a cette différenciation des tâches qui est très claire. Et comme je disais, le plus important même pour moi, c'est la complémentarité en termes de personnalité. Ceux qui me connaissent savent que, comme je le dis, moi j'ai une exécution, je vais très vite. Et en termes de personnalité, j'ai une personnalité forte. Et nous, on a cette capacité-là. Moi, je peux taper. Amidou, lui, passe derrière souvent pour calmer. Donc, tu vois, le mauvais et puis voilà. Donc, souvent, lui, il tape et je passe, justement. Et moi, je passe derrière, je calme la situation. Et on est quand même devenu aujourd'hui, c'est plus une relation de filleul, parrain ou cofondateur. C'est vraiment devenu un frère aujourd'hui. Il connaît ma famille, je connais sa famille. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on travaille sur un projet, l'exécution est rapide. On va très vite. On peut penser à un truc en un mois, c'est opérationnel. C'est pareil pour mon réseau. Quand on a pensé à ça en 2 mois, c'était déjà live, quoi. Pas comme en entreprise où ça fait... Justement, tu vois, on va très vite. Et moi, j'ai testé avec plusieurs, parce qu'il y a des projets. J'étais avec d'autres associés. Par exemple, Tudzo, c'était pas avec Amidou. J'ai testé et en vrai, je suis revenu à Amidou. Et on a cette transparence-là de se dire également que ce projet-là, j'estime que Ali n'a pas l'expertise pour m'accompagner. Par exemple, son projet d'agriculture, moi, je ne suis pas associé. Tout comme j'ai des projets, je me dis, bon, sur ce volet, j'ai plus besoin d'un développeur comme associé. Donc, dans ce cas de figure, je vais chercher un développeur. Mais à la fin de la journée, vraiment, c'est ça. Complémentarité, personnalité, bonne différenciation des niveaux d'intervention dans la boîte, et puis surtout, être clair sur les parts de chacun, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Aîné. J'ai une question pour l'aîné Amidou Diarra. Vas-y. Aîné, j'ai vu dans votre collaboration que vous avez embrassé plusieurs, on va dire, secteurs. Je ne sais pas si c'est le thème qu'il faut aborder. C'est ça. Publicité, agriculture, tech, je sais plus. Nous, on est entrepreneurs, on n'est pas dans une logique de se dire, voilà, non, lui, il est parti. Donc, comment ça vient? C'est-à-dire, vous voyez une opportunité, pas vous partez, ou il y a un fil qui gère tout ça, qui conduit tout ça? Après, il y a plusieurs volets. Déjà, on a des boîtes, là, avec Ali, on a des boîtes dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Mon réseau, on peut voir ça comme une sorte, on va dire, de EdTech, ok? Donc, tout ce qui est éducation. Parce que mon réseau, ça te permet aujourd'hui, peut-être si tu as une difficulté, peut-être sur un projet spécifique, là, l'aînée Diane, par exemple, est là-bas. Donc, allez la consulter tout de suite, peut-être 30 minutes, 1 heure du temps pour avoir justement là son avis ou son expertise justement sur un volet bien spécifique. Ok? Donc, mon réseau de ce côté-là, tu as Diago à l'époque qui n'avait rien à voir avec donc, tout ce qui était éducation, qui était FMCG, B2B, e-commerce, donc 100%, où tu amenais justement des milliers, donc plus de 5000 épiciers justement à avoir leur stock sans se déplacer, sans fermer leur boutique pour sortir pour aller faire des achats. Après, il y a des projets également dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a 4 hectares donc, de passion
Voilà, donc on cultive et voilà, ça c'est en train de... Là, on a commencé à faire les premières récoltes maintenant depuis quelques mois. J'ai failli dire un truc qui a fait... Tu pourquoi les fruits de la passion? C'est parce que tu es passionné. Alors, Loïc, c'est bien trouvé. Ça, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Là. Je suis un passionné de l'entrepreneuriat. C'est bien Par trouvé. contre, tu vois, il y a beaucoup dans ça dit. Après ça, peut-être que ça, en fait, ça peut être très utile peut-être pour ceux qui nous regardent. Mais je pense que il faut pas toujours attendre que l'idée ou les idées viennent de vous pour entreprendre. Il y a certains qui ont ce complexe-là de se dire il faut que l'idée vienne de moi. Et surtout que ce soit original. Et voilà, il faut que ce soit original. Il faut que, tu vois, je sois au centre en fait de la chose, forcément. Ouais. Tu vois, moi je participe à énormément de projets, peut-être, dont forcément l'idée de départ ça vient pas de moi. Parce que l'entrepreneuriat c'est pas que l'idée de départ justement. Une idée, même la meilleure idée du monde, ça reste une idée tant que l'exécution justement. Voilà, c'est l'exécution qui fait la différence. Tu vois. Et moi je pense que c'est important. Il y a certains projets sur lesquels je participe aujourd'hui. L'idée ne vient pas du tout de moi. Hein. Et deuxièmement, il y a des projets même sur lesquels, comme je suis à fond dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui j'ai plein d'amis polytech et autres qui viennent me voir. Amidou, je vais lancer tel projet, est-ce que tu peux m'aider dans ce truc-là? Maintenant, après, là de manière palpable, on voit peut-être mon intervention. Est-ce que ça va coûter? Est-ce que ça va coûter justement des actions? Et est-ce que je dois devenir associé peut-être au projet? Ou ça va devenir peut-être, si tu as peut-être là des millions à me donner aussi, bah, pas de problème. Moi, je prends et puis là, je passe à autre chose. Tu vois. Voilà. Donc, bon, là, pour le projet d'agriculture, par exemple, c'est parti de là. L'agriculture, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir justement à des pistes même, c'est-à-dire là d'apporter de la technologie justement à l'agriculture à ce niveau-là et d'aller sur un volet même très écologique avec l'électroculture, tu vois. C'est le truc, justement, à un moment donné, quand tu es dans le projet, bah, tu penses, voilà, en tant qu'entrepreneur, là, tu continues, c'est-à-dire de développer, voilà, comme tout projet. Mais l'idée de départ, par contre, ça vient pas de moi. Voilà. Quelqu'un m'a contacté, un de mes aînés, Polytech, qui m'a dit, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Qui avait besoin là de mes talents. Je gère juste le volet la commerciale là-bas et puis marketing. Donc ça, ce volet, ça c'est ça. Maintenant, après, d'où vient tout ça? Il ne faut pas attendre toujours, comme je l'ai dit, l'idée vient de vous. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut être toujours à l'affût d'opportunités. Nous, aujourd'hui, moi comme Ali, on regarde, je vais dire, dans le reste de l'Afrique. En Afrique australe, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord. On regarde quelles sont les solutions qui marchent là-bas. Ou on sort de l'Afrique. On va sur d'autres continents, on regarde ce qui marche là-bas, ce qui fonctionne. Est-ce que nous, maintenant, est-ce qu'on a des besoins ici dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut créer quelque chose dans ce sens, justement, qui peut aider nos populations? Tu vois? Et donc, ça peut être ça. Ça peut être un truc 100%, je veux dire, entrepreneur, où tu vas chercher, tu as un domaine qui te passionne et autres. L'idée de Boumédu, par exemple, ça vient de là. Ça, c'est une application, donc 100% éducative, donc qui permet justement aux élèves de prendre des cours, de réviser, voilà, de préparer ses examens, etc. Donc ça, c'est un truc qui vient de là. On allait chercher, voilà, pour voir ce que les autres font. Et on a trouvé justement des trucs qui étaient très bien faits en France, au Mexique, en Inde et au Nigeria, tout près ici. Au Nigeria, justement, là, ils ont des solutions vraiment technologiques là-bas qui sont très bien aujourd'hui, qui permettent justement, même à des personnes qui font c'est-à-dire là, on va dire tout ce qui est les candidatures libres dans les examens officiels, donc comme les bacs et autres. Tu vois, il y a des gens justement qui sont aujourd'hui peut-être la femme de ménage, mais qui sont en train de préparer leur baccalauréat. Et ils vont pas forcément dans une structure, dans une école pour aller étudier, mais ils ont besoin justement là de préparation. Et ces personnes-là, justement, on les accompagne avec justement là des applications comme ça qui peuvent leur permettre de réviser, de préparer leur examen sereinement, puis d'aller composer et d'avoir justement leur diplôme. Donc ça, c'est des idées comme ça. En fait, on va chercher. Nous sommes des entrepreneurs. On cherche, on regarde des problèmes, des difficultés des gens, où on peut aider, on apporte notre pierre à l'édifice là-bas et puis on avance. Et surtout, deux choses à ajouter juste sur ça, pour ne pas m'étaler. En fait, ça se résume à deux volets. Tu vois, ne pas trop réfléchir. Sincèrement, à la fin de la journée, nous, on ne réfléchit pas. Nous, on check. Si tu veux regarder, pour ceux qui veulent savoir concrètement comment avoir des idées, regardez l'Asie. En fait, on est sur des pays en voie de développement, etc., qui ont des problématiques similaires à l'Afrique. Tu peux regarder sur d'autres géographies. 100% des projets aujourd'hui qui sont à succès, personne n'a réinventé la roue. Jamo,
voilà, ces modèles Revolut qu'on est en train d'envoyer. Diago, on n'a pas inventé. On n'a rien inventé. Aucun de nos projets, on s'est assis et puis ça a fait tilt dans la tête. Eureka. Non. Eureka, c'est ça. Et l'avantage même de trouver un modèle qui existe, il y a des cadets qui m'approchent, me dire je vais lancer tel projet. Moi, la première chose que je te conseille, c'est cherche des comparables ailleurs. Ok. Parce que si tu trouves un comparable du projet que tu veux lancer, tu viens de faire un bond en avant peut-être de 2 ans, 3 ans. Bien Parce sûr. qu'en faisant des recherches, tu vas savoir eux comment est-ce qu'ils font ci, comment est-ce qu'ils font ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous, c'est la première étape. C'est-à-dire, on ne va pas chercher loin. On regarde juste quelles sont les idées qui marchent ailleurs et quelles sont les idées qui attirent le plus les investisseurs. Il faut suivre le flot de l'argent. Où est-ce que l'argent va? En 2020-2021, c'était B2B e-commerce, tout le monde mettait de l'argent. Aujourd'hui, quand tu te connectes sur LinkedIn, c'est quoi tu entends? IA. Intelligence artificielle. En fait, à un moment, quelles sont les choses qui marchent ailleurs, qui peuvent marcher chez moi? Deuxième chose, où est-ce que l'argent va? Sur le mouvement de l'argent. Et enfin, ne réfléchis pas trop. Tu lances avec le peu de moyens possibles. Tu vois, quand je dis peu de moyens, mon réseau, ça ne nous a pas coûté 10 millions à lancer, quoi. Diago, ça ne nous a pas coûté 5 millions à lancer, 20 millions à lancer. Non. Quand on a lancé Diago, on a créé notre catalogue sur WhatsApp Business. C'est là qu'on prenait les commandes. Pour démarrer, ouais. Pour livrer, on a créé un fichier Google Sheet où on collectait les données GPS. Et on faisait la livraison en utilisant Google Maps. Il n'y avait pas de solution d'application. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir... Souvent même, tu vois les projets sur LinkedIn, on te dit, voilà, intelligence artificielle de temps. Cher ami, c'est un Indien qui est assis quelque part là-bas, qui est en train de faire le travail, quoi. Donc, vraiment, c'est ça. Regarde ailleurs, suis l'argent et puis exécute. Si ça ne marche pas, tu fermes, quoi. Si ça marche, ça va. Ouais. Voilà. Merci infiniment, chers aînés. Vous êtes incroyables. C'est vraiment un plaisir de vous avoir là. Je pense que je suis comblé. Je pense que tous ceux qui nous regardent aussi le sont aussi. On espère qu'on est utile avec nos expériences. Ouais. Super. Je vais vous poser, on va dire, une ou deux dernières questions. En 30 secondes. Juste savoir, parmi vos échecs, difficultés, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et en termes de peut-être victoire, laquelle vous a le plus marqué aussi? Voilà. Peut-être pour ce qu'on va faire, moi je vais prendre peut-être la partie échec. Je vais laisser Amidou donner victoire parce que je pense que ce sera Diago et autres. On est bon. Échec, c'était notre premier projet. Oui, depuis le début, vous parlez. Voilà, je t'en ai parlé. Au fait, MyDG Learning, le contexte, c'était quoi? Pour le coup, on était allé sur un... En fait, c'était vraiment l'expérience de tout ce qu'il ne faut pas faire en entrepreneuriat. Wow. Déjà, on s'est dit, on va créer une plateforme. C'était à peu près similaire à mon réseau aujourd'hui. On voulait créer une plateforme où on allait avoir des tables rondes virtuelles animées par 2-3 experts sous forme de forum. Table ronde marketing, logistique, finance. Et des étudiants allaient se connecter à la plateforme, tu vois, échanger directement avec des professionnels pour pouvoir poser des questions, échanger pour les orienter. C'était ça l'idée. Et les étudiants allaient payer bien sûr des forfaits pour se connecter. On s'est enfermés dans nos chambres. D'ailleurs, c'est la porte de nos chambres qui nous servait de tableau pour mettre les noms. On a passé plus d'une semaine juste pour sortir le nom MyDG Learning. C'est-à-dire plus d'une semaine juste pour s'aligner sur le nom MyDG Learning. On a ensuite passé, je ne sais pas, près d'un mois juste pour travailler sur un business plan. Parce qu'à l'époque, tout le monde te dit, quand tu veux entreprendre, il faut faire un business plan. Il faut un business plan. Bullshit. Ça ne marche pas. Les amis, bullshit. Bullshit, non. Soit vous n'allez pas donner votre argent pour faire un business plan au début, etc. En fait, ça peut être bien, mais ce n'est pas prioritaire au début. Et de toutes les façons, sur Excel, là, on est tous milliardaires. Tu vois, quand tu finis de faire tes calculs, tu fais tes prévisions. Là. Ça sort des milliards. C'est joli. Voilà. C'est juste que c'est un fichier Excel. Donc, on a perdu énormément de temps. On est allé regarder, on voulait tout faire à la fois. On va regarder DigiLearning ici, on met tout dans le cahier des charges. Et le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on a fait tout ça sans jamais discuter avec un étudiant pour dire est-ce que telle solution on est en train de construire là, ça va t'intéresser? Non. Nous, on avait nos recherches qu'on faisait, on était convaincus que le truc va marcher. Voilà, ça allait faire joli, on va s'appeler cofondateur, voilà, CEO. Non, mec, on finit. Et là, on va développer la plateforme. On dit, qui est-ce qu'on va voir? On a approché des informaticiens de Lazy à l'époque. Voilà, ils se reconnaîtront.
Ils nous ont facturé un budget, on a donné la plateforme. Voilà, ça sort, tu ne comprends pas le site, ça va à gauche, à droite. Finalité, autant d'efforts, autant d'argent dépensé pour une solution qui n'a jamais été utilisée par un seul étudiant, ni un seul professionnel. Wow. Et vraiment, c'était catastrophique. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec ça, on a appris les choses à éviter. Ne pas trop se prendre la tête lorsque tu lances un projet. Ne pas chercher la perfection au début. Le nom, on s'en fout, ça peut évoluer. Le logo, on s'en fout, ça peut évoluer. Le logo de Facebook, ça a évolué plusieurs fois. Google, ça a évolué. D'ailleurs, ce n'était pas Facebook, c'était The Facebook. Yeah. Ils ont coupé le The. Mais ne cherche pas la perfection. Il faut juste exécuter et puis tu peaufines. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu apprendre. Ouais. Justement, nous-mêmes, à se documenter sur la partie produit pour ne pas qu'un développeur vienne nous la faire à l'envers. Ouais. Et surtout, mieux baliser notre roadmap. Donc, vraiment, ça a été riche d'enseignements. Et c'était la première fois qu'on essayait de créer une société légalement en Côte d'Ivoire. Donc, on a vu comment c'était galère. Et aujourd'hui, je pense que ça nous a pris 2-3 mois juste pour constituer la boîte. Mais aujourd'hui, on te constitue une société en un mois parce que voilà, on a compris que tu peux passer par des gens pour aller rapidement. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Mais à l'époque, nous, on ne savait pas tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment l'échec le plus cuisant, mais on a appris énormément. Ouais, et en plus, c'était très tôt. On était encore sur les bancs. Ça, c'est l'avantage. Donc voilà, on apprend toujours. Wow. Ça, c'est l'avantage de la chose. Quand on apprend assez tôt, justement, ça te permet de ne pas faire les mêmes erreurs après. Voilà. Notre plus grande victoire. Victoire, on va dire. Réussite. On va dire notre projet Diago. OK. Le projet Diago a commencé fin 2021. Et après, à moins d'une année, on a fini par vendre justement la boîte. Ça, c'est assez rare, justement, quand même un peu sur nos cieux ici, c'est-à-dire de fonder une boîte, petit à petit, de construire une équipe de tour et puis très rapidement d'arriver justement à avoir des personnes qui sont intéressées pour justement vous racheter. Alors, la petite histoire de Diago, un beau soir, c'était quoi ? Un dimanche, ok, Ali vient me voir. À l'époque, j'avais une académie de développement personnel pour les ados à Angré, ok. Et j'étais assis tranquillement, je suis le dimanche, et puis Ali vient me voir, et puis il me dit j'ai un projet à te présenter. Il me parle, il me dit ça c'est le genre de projet qui peut bien marcher. Alors, on se lance dedans, il me dit. Et puis il me dit le nom, j'ai envie de l'appeler Diago. Tu sais, Diago, en vrai, ça veut dire commerce en dula, en malinqué en fait, tu vois. Et on dit, pour ne pas utiliser le J, pour ne pas faire Diamo, Diago, tout ça là, ça dit là, voilà. On dit, on va l'appeler Diago, ok. Et on a commencé, on a fait vraiment, tu vois... On dormira moins bête, tu vois. Tu vois, avec MyDigi Learning, on avait évité les jalons clés quand tu veux lancer un projet. Alors que là, on était maintenant prêt, on s'est concentré sur le produit. Et il faut trouver justement les solutions les plus simples qui te permettent d'exécuter avec les moyens que tu as. Ne pas attendre forcément d'atteindre les millions justement avant de te mettre à exécuter. C'est ça. Tu vois, à l'époque, lui, il était encore salarié à Glovo. Moi, j'étais à mon compte avec l'une de mes boîtes, avec l'académie. J'ai dit, moi, je prends sur moi... J'ai du temps, tranquillement. Là, je suis à l'académie. Mais voilà, là, les activités de l'académie, j'avais que 2 programmes clés. Un programme pour les ados, un programme donc pour les entrepreneurs vraiment débutants. Donc, ces 2 programmes-là, c'était bien compartimenté. Le reste du temps, je consacre à Diago, 100%. On prend 2 petits stagiaires de l'INP, un GC, un log, et puis on combine tout ça. Et puis, on prend 2 profils, 2 jeunes, donc 2 télévendeuses tranquillement, qui sont sur place là-bas avec nous au bureau. Et on lance le truc. Et on commence à voir. Il y a l'attraction. Ça commence à être intéressant. Et comme il est dit justement, c'était la tendance du moment. Le B2B e-commerce à l'époque, c'était la tendance du moment. Tu vois, et on commence à avoir de l'attraction. Il y a des investisseurs qui commencent à nous contacter pour discuter avec nous. Le business n'a même pas encore fait 3 mois. Moi, j'étais encore dans les vrais, je vais dire, de livraison aussi, là, le problème opérationnel, quoi, tu vois. Et au bout de 3 mois, il y a l'un des investisseurs avec qui on avait bien avancé dans les discussions, qui était prêt justement à mettre des tickets
Et au même moment, on a entamé la discussion par le biais d'Ali avec la boîte marocaine Chari. Ok. Et après la première discussion avec Ali directement, le lendemain, Ali vient me voir tout souriant. Alors, tu vois, je dis 2 jeunes entrepreneurs, peut-être pas forcément leur premier projet, mais très jeunes encore, qui viennent voir. Et puis là, il y a une boîte qui veut, je vais dire, les racheter. Et puis vraiment, le truc était bien. Wow. Donc Ali me dit, on discute avec eux juste le lendemain. Et là, maintenant, on était à 2 dans le call avec toute l'équipe donc, de direction de Chari. On discute et puis le truc, on arrive à s'entendre sur certains éléments déjà. Et pif, 1 mois après, nous, on va au Maroc pour aller voir les opérations déjà de Chari là-bas, pour voir comment ça fonctionne. En attendant, donc, là, pendant ce temps, on discute du deal, toujours, pour voir donc, les termes du deal et autres. Et puis, finalement, on s'accorde sur un truc. Les gars viennent voir ici, nos opérations, pour voir, OK, c'est intéressant, ça marche, OK. Et au bout de quelques temps, juste 1 mois après, notre retour de là-bas, tranquillement, on arrive justement à faire notre closing et le truc est bouclé. À 80% déjà, échange d'actions. Nous, on devient donc actionnaire du groupe à l'époque. Chari, aujourd'hui, ils sont en Tunisie, ils sont au Maroc, en France, avec des distributions. Et nous, on était la représentation, justement, la filiale qui représentait l'Afrique de l'Ouest. Donc, on allait être ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, donc se développer dans la sous-région. Tu vois? Et l'intéressant, et puis donc 80% échange d'actions et puis 20% en cash. Tu vois? Okay. Et on venait de vendre donc, une société et on avait surtout, justement, aujourd'hui, on venait de gagner 2 ans d'expérience parce qu'eux, ils avaient commencé, ils faisaient le même business, ils avaient commencé 2 ans avant. Et on allait apprendre justement toute cette expérience-là autour du business pour venir vraiment améliorer encore notre système qui était... Disclaimer, on n'a pas l'argent. Tu vois. Tu t'en sors pas, c'est ça? Non? Et tu vois, c'est ça, et quand on finit justement tout ça, on a maintenant quelques millions qu'il nous faut justement pour mettre nos opérations comme il faut ici. Et on commence à aller vraiment à fond dans les opérations. On a vraiment agrandi notre équipe. On a recruté... moi, à l'époque, dans mon équipe opérationnelle seulement, on était plus de 10 personnes. Wow. Ali, à son niveau aussi, c'était à peu près donc le même. Donc, en tout cas, si on avait plus de 20 personnes là-bas, donc à piloter et autres, ça, c'était vraiment très, très bien. Parce que jusque-là, dans nos projets, on n'avait pas encore justement atteint ce niveau-là. Parce que la création d'emplois, c'est aussi super important. C'est de l'impact. Et après, justement, agrandir le business, ça veut dire atteindre justement plus encore de clients, d'opportunités, de partenaires ci et là. Et tu te fais connaître justement dans l'environnement un peu. Donc la discussion avec les fournisseurs, tu apprends énormément de choses. Et ça, je pense que c'est ce qui a été notre plus grande victoire jusque-là. Et on essaie de construire d'autres victoires au fur et à mesure, toujours en gardant en tête qu'il faut justement avoir de l'impact. De l'impact. Objectif. C'est très important. L'impact au niveau des salariés, au niveau des clients, au niveau des gens qui nous regardent, au niveau des gens qu'on suit, enfin qui nous suivent et tout. Avoir de l'impact. C'est super important. Voilà. Merci infiniment. Alors, moi, même si j'ai débuté après Touzo, c'est vraiment... Diago, c'est la plus belle fierté. Voilà, le plus parce beau que voilà, tu vois, de l'idée, exécution, vente, on est passé par tous les cycles. Quoi. Et surtout, on a beaucoup appris. Voilà. Super. Je pense que la boucle va se fermer dans quelques instants, on va dire. Ok. On va passer maintenant à une phase rapide. On appelle ça la phase rapide. Voilà. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre en quelques mots. Juste des mots. 1 mot, 3 mots, ça va dépendre. Ok. Voilà. Donc, on va aller très très vite. Je vais commencer par qui se porte volontaire. Premier. On va avec lui. C'est lui le parrain. Il y a pas de problème. C'est ça, en fait. Je veux voir comment ça se passe. C'est lui le parrain. Super. Donc, on va très vite. Ok. Première question, 3 mots pour décrire ton passage à l'INPHB. Je dirais réseau, opportunité et ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, nice. Un conseil reçu d'un devancier? Ouais. Guru Adama. Lui, il a été très inspirant pour moi. Donc, je pense que c'était le gars, je vais dire, qui m'a quand même fait un déclic
là-bas sur un truc spécifique. Là, je peux développer ça? André a dépassé les mots. Ah bah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça dit peut-être une phrase Concrètement, ou, il y a, dans la vie, il y a des constructeurs, il y a des continuateurs, il y a des profiteurs, il y a des destructeurs. Wow. Il faut choisir dans quelle case on est. Voilà ce qu'il a dit. Waouh. Ça, c'est... Franchement, soit ça détruit, soit ça construit. Ouais, clairement. Ça détruit pour construire, en fait. Super. Et ça, c'était pas prévu. Ah, Un mot prévu. INP, un mot du jargon INP que vous connaissez. Ouais, ça c'est. Le sto. Le sto. Le sto. Il n'y a pas de problème, on prend ça quand C'est même. un validateur. Tout le temps. Super. D'accord. Donc, Aîné, on commence avec toi. Prêt? Nice. 3 mots pour décrire ton expérience à l'INP, ton passage. Je dirais fraternité, ambition et leadership. Fraternité, ambition, leadership. Nice. Un conseil reçu d'un devancier? Bon, pas vraiment. Ou quoique, oui, Sidi Yunga, Cindy Yuga. qui est devenu un grand frère à moi aujourd'hui. On ne s'entend pas toujours sur certains sujets, mais en fait, à l'époque, en gros, c'était pas forcément une citation ou un point, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas t'enfermer dans des cases. Ok. Faut pas te dire je suis marketeur, je suis logisticien, etc. Dis-toi que tu es un problem solver. Wow. Parce que si tu résous les problèmes, tu peux aller piocher dans chaque toucher à discipline tout. pour venir régler ton problème. Donc, il ne C'est faut ça. pas t'enfermer. Wow. Merci beaucoup, Annie. Un mot du jargon INP? Pio. Pio. Ah, ça, ce mot-là. Ouais, Est-ce qu'on peut dire que les noms militaires Non, lui, c'est un pio. C'est un pio. C'est promené avec un mercato sur la cité. C'est un pio. Il y avait trop de pios. Promener avec les mercatos. Il y avait trop de pios. Il y avait trop de pios. Quel conseil donneriez-vous à tous ceux qui nous suivent, à nos amis polytech ou amis des polytech qui nous regardent actuellement, qui peut-être ont un projet à cœur et qui hésitent à se lancer? Ok. Déjà, très belle question. Pour moi, il y a 3 volets. Si j'avais, donc déjà, je m'adresse à toi. Si moi, je dois te donner un conseil en tant que cadet, c'est de te dire, trouve ton pourquoi. Avant même de parler de lancer un projet ou pas, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas te laisser embrouiller par tous ces pseudo-coachs sur LinkedIn qui parlent d'entreprendre, d'indépendance financière, etc. Non. Trouve d'abord ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est avoir de la sécurité? Est-ce que travailler pour McKinsey, travailler pour Kaidan, est-ce que tu n'as pas déjà ce que tu veux? Parce qu'il y a des boîtes qui offrent énormément de sécurité. De sécurité, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce que même les grosses structures peuvent fermer. On l'a vu avec Price. Bien sûr. Personne ne pensait ça possible. Mais il faut d'abord comprendre ton pourquoi. Parce que quand le pourquoi il est clair dans la vie, que ce soit carrière ou autre, tout devient facile après. Maintenant, si après cette étape, tu te dis toujours que mon pourquoi, c'est aller entreprendre, dans ce cas, les 2 autres volets rentrent en compte. Le premier, c'est ne réfléchis pas trop. N'attends pas de peaufiner, d'avoir tout balisé avant de te lancer. Il faut lancer, exécuter et améliorer au fur et à mesure. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde a une meilleure idée. Tu vois, on a tous des bros qui t'appellent. Bro, j'ai une idée. Là. Bro, j'ai une idée. Moi, toi qui me regardes, bro, tu sais, tu te connais. Il y a toujours ça. Bro, j'ai une idée. Mais voilà, bro, j'ai une idée. Mais à la fin de la journée, pourquoi ça ne donne rien? Pas que l'idée était mauvaise, mais parce que le bro n'a pas le temps. Et le bro n'a pas su qu'il faut trouver un cofondateur, peut-être lui qui peut avoir le temps pour exécuter le projet, en attendant que le bro ait le temps pour venir sur le projet. Donc, l'exécution, c'est la clé, ce n'est pas la perfection. Éviter de perdre du temps sur les business plans, etc. Ça peut venir après. Okay? Et je terminerai en disant, c'est un conseil à 2 volets. Ne négligez pas vos forces et trouvez un cofondateur
qui va venir compléter. Écoute, tu as survécu à l'INP, Loïc, c'est déjà énorme. Donc, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de choses, mais ça ne veut pas dire que tout est fait. Tu as déjà fait de l'entrepreneuriat sans t'en rendre compte. Donc, tu l'as déjà fait. Tu as pris des risques. Tu vois, ce sommeil complémentaire où on te dit, va en classe, toi, tu dors et puis tu prends des heures d'absence. Ce sont des prises de risques. Après, tu viens de trouver des solutions pour te tirer de là. Tu es en train de résoudre un problème. Et c'est ça, en fait, à la fin de la journée, l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on fait à l'INP, les groupes d'exposés. Aujourd'hui, tu es avec Amidou, avec qui tu t'entends bien, qui te plaît bien, tu aimes sa tête. Demain, tu es avec Fanta. Fanta t'énerve, mais tu travailles dans différents groupes. C'est travailler avec différentes équipes également, différentes personnalités. Donc, c'est une leçon déjà de passer par l'INP. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Tu as déjà ça, maintenant il faut continuer à travailler. Et enfin, comme je le dis, c'est vraiment trouver un bon cofondateur. Parce que ça permet vraiment de répartir la charge de travail et surtout d'aller très vite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point que je veux faire comprendre. Et peut-être, petit bonus, un facteur qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a la chance. Travailler dur, ça ne suffit pas. Tu peux travailler dur, tu peux te donner à fond. Nous, il y a le facteur chance, très sincèrement. Nous, certes, on a exécuté, on ne va pas venir s'asseoir et c'est quelque chose, on s'est fait. C'est une mission de vie à Amidou et moi. On n'aime pas s'asseoir devant des cadets pour leur faire croire qu'on est trop smart. Voilà. Nous, on n'a pas lu, moi en tout cas, je ne lis pas 10 000 livres chaque année. J'aime pas les gros livres. Mais j'ai d'autres façons de me documenter et puis de me former. Mais il y a le facteur chance. C'est ce que les gens ne disent pas tout le temps. Il y a la chance. Et nous, on a eu la chance. Mais par contre, la chance seule ne suffit pas. Il faut que tu sois déjà en mouvement pour pouvoir profiter de la chance. Quand moi, j'envoie un message au cofondateur de Chari en 2022 sur LinkedIn, je ne lui dis pas « Hello, ça va ?» Non, je lui dis « Hello, nous sommes en train de construire une solution similaire à la vôtre. J'aimerais avoir 30 minutes pour discuter. » Et c'est quand on vient discuter, il me dit, écoute, vous faites quoi déjà ? Je lui dis, voilà ce qu'on a fait, avec le peu qu'on a. Je lui dis même pas, non, rachète-nous, etc. Non, moi je viens me vendre. Je te dis, voilà ce que je suis en train de faire avec le peu que j'ai. Et je te laisse cogiter toi seul. Et il est parti, il a cogité, il s'est dit, écoute, s'ils sont en train de faire ça avec ces petits moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser s'ils ont les moyens justement. Il faut être en mouvement. Avant de profiter de la chance. C'est pas que la chance, c'est pas que l'exécution. Voilà. Il y a des gens qui vont te dire non, Bill Gates, ils ont eu la chance, leur famille, voilà, ou encore Jeff Bezos, ses parents lui ont donné 400 000. Oui, mais toi, on peut te donner 400 000 $. Si tu n'as pas d'idée, si tu n'as pas l'exécution, tu vas aller faire le paya et puis les 400 000, c'est fini. Donc, c'est vraiment les deux volets. Il faut être tolérant envers soi, de se dire, ce n'est pas parce que je cravache, je suis en train de me donner à fond, que ça va forcément prendre. Mais par contre, ne pas se dire que ça ne sert à rien. Parce que ce truc que tu es en train de réaliser, le jour où tu vas te retrouver face à la bonne personne, tu sauras quoi faire. Si tu me mets en face de Bill Gates aujourd'hui, je ne vais pas lui dire je vais prendre un selfie. Non. Moi, je vais lui dire ce que je suis en train de faire. Alors que quelqu'un qui n'est pas en mouvement va dire est-ce que je peux avoir une photo ? Et le lendemain, ça va sur LinkedIn, ça dit voilà, j'ai eu une discussion constructive avec Bill Gates. Voilà, 10 000 likes. Et à la fin, rien du tout. Quoi. Donc voilà, vraiment. C'est une expérience. Justement, tu vois, voilà, je tiens quand même à clarifier ces points-là parce que je pense que c'est très important. Le but ici, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que l'entrepreneuriat choisi pour les bonnes raisons, ça peut créer de l'impact pour nous et puis pour les communautés autour de nous. Mais il ne faut pas se dire que c'est une fin en soi, quoi. L'objectif ici, ce n'est pas de se dire, quand on quitte là, tous les cadets ou bien tous les gens qui vont nous regarder vont se dire, OK, on veut aller entreprendre. Non. Ouais, c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui n'est pas l'entrepreneuriat, pour justement savoir prendre une bonne décision. Voilà. Ça marche. Merci en tout cas. Au plaisir. Très pertinent, tous ces points. Moi, je pense que peut-être que je vais ajouter peut-être juste 2 points, juste 2 volets. Déjà, le point, la plupart du temps, on entend parler de tellement de jeunes qui veulent entreprendre et qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. En vrai, l'argent n'est pas le problème la plupart du temps. Dans 99% des cas... L'argent, c'est important par contre. L'argent, c'est très important, mais en vrai, l'argent, ce n'est pas vraiment le bloqueur en général. Je vais te donner un exemple très palpable. Tu vois, récemment, il y a un autre projet, donc le projet pub que j'ai commencé et autres. Tu vois, aujourd'hui, quand on entreprend,
on met pas, je vais dire, même avec nos économies, on prend pas nos économies tout de suite, ça dit pour mettre, ça dit là, donc, toutes nos économies là pour mettre dans nos projets. Non. Mais quand tu as un bon projet solide et puis quand tu fais les bases, parce que justement, il y a des jalons clés sur lesquels tu dois travailler d'abord. Et quand tu travailles, quand tu fais justement ton taf, là, comme on le dit, quand tu fais ton taf, après, pour avoir de l'argent, c'est simple. Parce que quand tu vas présenter ton truc à quelqu'un, il va voir tout de suite que non seulement tu as la bonne personne pour exécuter ce truc-là, et tu as déjà fait un travail préliminaire qui est extraordinaire suffisamment pour que je suis sûr que même si au bout le projet ne marche pas, en tout cas, ça mérite d'être testé. C'est fait sur des données et non sur base de prévisions nasales. Je sens que ça va marcher. Tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Il ne faut pas se sentir que ça va marcher. Il faut avoir de la donnée. C'est ça. Il faut avoir de la donnée. Il faut apprendre. C'est plus pertinent. Donc, cette étape de préparation-là, il faudrait qu'on soit suffisamment focus là-dessus. Bien sûr. Pour pouvoir travailler là-dessus. Et c'est après ça que justement que des gens vont pouvoir nous faire confiance et puis nous donner leur argent pour entreprendre. C'est ça. Ça, c'est super important. Et après, le deuxième point, pour, je vais dire, ceux qui sont encore peut-être sur les bancs, ceux qui sont au tout début peut-être de leur carrière, l'entrepreneuriat, je vais dire, c'est pas forcément le seul chemin de réussite dans la vie. Et si vous voulez faire, je vais dire, si vous voulez devenir multimillionnaire ou bien peut-être même milliardaire, pour dire que je dois entreprendre tout de suite, c'est le seul chemin pour y arriver, moi je dirais non. C'est faux. C'est archi faux. Et entrepreneuriat, je parle surtout dans le sens d'ici de, je vais dire, de quitter le monde corporate et puis d'aller créer sa propre boîte. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Ce qui est important, c'est d'avoir, et en tant que, je vais dire, coach en développement personnel, c'est important que je mentionne justement ce point-là. Il faut avoir la clarté, c'est-à-dire la clarté d'esprit sur la trajectoire que tu veux pour toi dans la vie, en fait. Si tu n'as pas ça, si ça, c'est pas clair, justement, si Ali me parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, j'aime sa tête, j'aime sa façon de parler, et je vais être comme lui, donc je vais entreprendre. Demain, si d'autres personnes me parlent, d'autres personnes qui ont fait que corporate, qui sont peut-être multimillionnaires, qui me parlent, eux aussi, j'aime leur tête, tout ça tranquillement. Je vais être aussi comme ce gars. Donc finalement... Au final, justement, ça dit, tu deviens, je vais dire, limite comme un beignet, toi, tu passes d'une face à une autre face. Et tu n'avances pas, justement. Le pourquoi. C'est très important de savoir quelle est ma trajectoire dès le départ. Ouais. Et au finish, dernier point, il faut se former. Il ne faut pas arrêter de se former. Ah ouais, ça... Ah, mais j'ai vu, hein, parce que, mine de rien, je vois que vous il ne faut pas arrêter beaucoup. de se former. Ça, c'est le point clé. Tu as fini l'école. Il y a combien de ça dit aujourd'hui d'entre nous, on a fini l'INP ou on a fini nos MBA. On ne se documente plus, on ne lit plus, on ne suit plus d'actualité, de formation, dans tout ce qui est certification. Ok, peut-être que tu as 2 masters, tu as une licence, peut-être que tu as un MBA et autres, mais par derrière, même si tu n'as pas envie peut-être forcément de faire un PhD, mais après, il y a des certificats ci et là, il y a des formations, il y a des programmes, etc. Ça va être de leadership et autres. Il faut aller à l'affût de ces éléments-là, il faut apprendre. L'apprentissage continu, c'est la clé. Et non seulement, ça fait plus de connaissances toujours, mais en même temps, généralement, ça t'ouvre encore plus de réseaux. Et ça, on sait à quel point le réseau, ça compte. C'est fort. Ouais, c'est fort. Ok, merci beaucoup, Loïc. En tout cas, c'était ça. C'était des points à clarifier. Mais peut-être ça, tu n'es pas obligé aussi de mettre dedans. Ça, c'est peut-être plus pour toi. Mec, tu peux aller travailler. Moi, j'estime même qu'avant d'entreprendre, il faut faire quelques années d'entreprise. Oui, quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que travailler en entreprise, tu apprends comment fonctionne une entreprise. Exact. Tu sais comment ça fonctionne. Il ne faut juste pas choisir les jobs pour les choisir. Il faut choisir des boulots qui te préparent à ce que tu veux faire. C'est ça. Et quand c'est bien choisi, ça devient même des catalyseurs. Moi, tu vois, mes 2 expériences, c'est des trucs pertinents. Et ça te donne aussi de la crédibilité. Et ça te donne un réseau. Parce qu'un investisseur qui vient, on dit, OK, tu lances Diago, mais tu as quelle pertinence? OK, je lance Diago parce que c'est quoi son background? Il a été à Glovo. Il a été à Pepsi. Bah OK, il a le background. Donc, travailler, c'est même conseillé. Moi, je le conseille. De faire ne serait-ce que 2 ans. Faut pas trop... Si tu veux vraiment entreprendre, ton pourquoi c'est d'entreprendre, il ne faut pas trop durer non plus. Mais il faut commencer en entreprise avant de venir entreprendre. Voilà. C'est bien noté.
Merci oui. beaucoup, chers amis. Au Wow. plaisir. Waouh. Donc, on Je suis va tellement clore. touché que je sens que les autres, c'est encore plus le cas. Bah, on espère. Malheureusement, on n'avait pas la chance d'être avec mes invités. Je suis le plus chanceux Ouais, aujourd'hui. écoute, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Super. Alors, Encore, la boîte de Pandore. Donc, voici la boîte de Pandore. Ok. Vous allez tirer au sort un petit bout de papier et il y a des questions à répondre peut-être en 5 secondes. C'est bout de papier qui Qui voulait que je tire. C'est ça, faut tirer maintenant. N'ayez pas peur, ce sont juste des questions faut très remarquer, difficiles. c'est toujours lui que je sacrifie. Je tire aussi en même temps. Oui, en même temps. On peut aller? Oui, on peut aller. Ok. Allez. Mhm. Seigneur, j'espère que... Hmm. Pourquoi tu froisses Ah, les- eh bien, les tu dis visages beaucoup, comme hein. ça Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit, racontez-nous une gaffe avouable que vous avez faite pendant votre scolarité. Import. C'est import. Je suis sûr que c'est une Non, affaire. lui là, il faisait pas import. Il faisait pas import. Lui là, il était trop ennuyé pour faire import. Il s'est problème avec le mec, attends. Oui, c'est vrai quand même. Arrête C'est ça. Lui là, c'est pas la peine. Il ferme trop. Bizarrement, ça me donne à réfléchir. Je sais pas du tout. On dirait Quoi que René répondre? était très rigolo. Une gaffe avouable. Cher ami, faut parler. Tu as tapé des poteaux, tu nous dis. Ah, il y a ça Des aussi. poteaux ça, même. Ça, c'est une Ah, gaffe. non. hein. Tu nous dis. Par contre, en fait, ça, je dirais pas une gaffe, mais. Tu vois, j'ai rencontré mon épouse à l'INP. Et notre relation a démarré en 3e année. Donc, en début 2017, par là. Donc, ça, c'est pas forcément. Pendant tout ce temps, il courait derrière. C'est pas tout. Tu vois, voilà. Donc, Ah, c'est ça la gaffe en fait. Il n'a pas vite commencé à courir. très drôle. Super. D'accord, René. Faut Donc, dire la vérité aujourd'hui. super. Donc, Ok. René, allez, Moi, pour votre- moi, je regarde, mais bon, on me dit quel était votre surnom à l'école et pourquoi on vous appelait comme ça. Hmm. Est-ce que j'avais un Est-ce qu'il y avait surnom? un surnom? J'avais pas un surnom à l'INP, j'avais plutôt un surnom quand j'étais au lycée. Mais par contre, à l'INP, généralement, on vous a pas donné. Comment ça s'appelle là quand on dit le jargon déshabille-toi? Non, moi, on T'as pas donné. On n'a pas donné de nom. Je sais qu'après, Ok. ma chambre, quand nos filles sont venues, ma chambre, c'était l'une des chambres chaudes. Ça, c'est quoi ça? C'était le bisouteur par excellence. Non. Moi, on bisoute pas. Bisoutage est interdit, Le bisoutage, allez, c'est faut pas interdit. dire. Le bisoutage, il est interdit. Moi, je milite contre le bisoutage. Contre le bisoutage. Moi, j'ai protesté contre le bisoutage. Le bisoutage, il est interdit à l'INP. Je ne sais pas de quoi il parle. hein. Moi non plus. Voilà, Moi je non ne sais plus. pas de quoi il parle. Super. Non, je ne sais pas si je dois changer de question, mais je n'avais pas de surnom. Non, mais Pas le de lycée, c'était quoi? Le lycée, on m'appelait le sorcier. Ah oui, pourquoi? Ah, tu vois, c'était un fermeur. C'est vrai. Généralement. Voilà, on m'appelait le sorcier parce que, bon, écoute, moi, quand même, il y a eu la chance, il y a eu ce truc-là aussi Moi, j'ai quand même... bon, ça, c'est pas un truc... INP, c'est la base, hein, mais moi, j'ai majoré ma promo de la classe de CP. En tout cas, ceux qui étaient avec moi jusqu'en terminale, quoi. Wow. Et en terminale, troisième trimestre, j'ai eu 17-22 de moyenne, série A2. Je peux comprendre le sorcier. Voilà, donc... Ah, tu vois, Le sorcier. c'est fermeur. C'est les gars 17 de m'appelaient... moyenne en série A2. Ouais, 17-22. Waouh. Voilà. Donc, moyenne générale, je pense 16-45, truc comme ça. Waouh. Donc, il m'avait donné ce nom-là. D'ailleurs, même il y en a, c'est toujours comme ça. Applaudissements pour le Il sorcier. n'y a pas l'argent dedans, les gars. C'est l'argent qu'on cherche. Il n'y a pas l'argent dedans. Ah, ça, je suis fait. Non, mais ok. Sinon, voilà. Non, INP, je n'avais pas de surnom. Mais j'étais plutôt une référence. En termes de... Quand les gars ils avaient des soucis avec leurs ordinateurs, des trucs informatiques, il faut activer mon Windows, il faut faire tant. Voilà, Directement, on venait voir Ali Ouattara. J'avais un surnom. Voilà, c'est venu. C'est ce qu'on venu a fait. finalement. Andy, c'était quoi le surnom? Non, mais par contre, ça, c'est pas bon. c'est pas bon? C'est mes gars de la GC qui m'avaient donné ce nom-là. Surtout Luc Junior Kalou. Luc Junior Kalou. Et puis Maë Taïbou. Merci à vous, Luc Junior Kalou. Non, eux, ils m'avaient... Et d'ailleurs, ils continuent de m'appeler. Ils m'appellent le grand méchant loup. Ça s'en dit long. Hein. Mais bon, je pense qu'on va pas essayer de... Et ça signifiait quoi? On va pas détailler. Ils savent, mais voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent le grand méchant loup. Je sais, mais bref. Voilà. Les connaissaient ça, vraiment. Bref.
Les Mais connaissances, ouais. ça va. Ouais, ça. Super. Écoute, ça a été un plaisir en tout cas. Super. Merci en tout cas, chers aînés. Je suis très, très honoré de vous avoir ici. Encore merci Le plaisir fut pour nôtre. tout le temps que vous nous avez consacré. Je suis très heureux et je suis sûr aussi que c'est le cas pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Voilà. Super. Plaisir On espère, en tout partagé. Ça a été vraiment un bon moment d'échange. Oui, Merci quand pour la même. modération. Quand C'était même. vraiment top. C'était super, ouais. Donc voilà, toujours un plaisir de partager le peu de chemin qu'on a déjà parcouru. Et si ça peut inspirer, encore heureux. Et on est surtout très heureux de cette initiative-là. Comme je le disais au début, c'est très bien de voir qu'il y a ces efforts quand même de mettre en avant le parcours des diplômés de l'Institut. Ouais. Il y a de la matière, il y a énormément de réalisations, on cause avec des aînés. Et souvent, tu découvres des aînés dans des positions, tu te dis, attends, lui, c'est un aîné. Tu ne savais même pas, en fait, mais c'est vraiment un aîné. Il y a énormément de choses que les aînés ont réalisées. Je pense que les amener à mettre ça en avant, ça peut inspirer les cadets, mais même nous encore qui sommes actifs. Ouais. Donc, merci de l'intérêt porté à notre profil et à notre petit parcours. Un autre petit grand parcours, je préfère préciser. Donc, voilà. Sillon et Vision, c'est plus qu'un podcast, c'est un héritage vivant qui se transmettra de génération en génération. Je suis très heureux de vous avoir reçus, chers aînés. Ça a été un plaisir incroyable et j'espère vous revoir peut-être, on ne sait jamais, sur d'autres cieux. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien Super, sûr. super. Un plaisir. Alors, j'espère aussi que, chers amis Polytech et chers amis des Polytech, vous avez apprécié ce moment. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à partager massivement cette vidéo, cet épisode, et aussi à rester abonné pour ne rien manquer de nos publications et de nos inspirations. Alors, je pense que tout est dit. Bien sûr. Ouais. Tout est dit. Tout est dit. Donc, on se dit rendez-vous pour le prochain épisode de Sillon et Vision, le podcast by INPHB Alumni. Big up. Topissime.